Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 10. Des phénomènes bizarres se produisaient à Alcali ce soir-là. Une certaine brillance argentée arrivait de la mer, ce qui déroutait les astronomes de la ville, mais il y avait plus bizarre encore. De petits éclairs de magie brute fulguraient sur les arêtes vives comme de l'électricité statique. Mais il y avait plus bizarre encore. Le phénomène le plus bizarre pénétra dans une taverne aux abords de la ville, là où le vent perpétuel charriait l'odeur du désert par toutes les fenêtres dépourvues de vitres, et il s'assit par terre au milieu de la salle. Les consommateurs présents l'observèrent un moment, tout en sirotant leur café arrosé d'orac du désert. L'orac, obtenu à partir de sève de cactus et de venin de scorpion, est l'un des alcools les plus violents de l'univers, mais les nomades du désert ne le boivent pas pour ses effets euphorisants. Ils l'utilisent afin d'atténuer celui du café clatchien. Non parce qu'on aurait pu se servir du café pour calfater les toits. Non parce que le café traversait la paroi de l'estomac inexpérimenté comme un roulement à billes incandescent dans du beurre ramolli. Ce que faisait le café était pire. Il vous rendait ivri. Dans un véritable univers magique, tout a son contraire. Par exemple, il existe de l'antilumière. Ce n'est pas la même chose que l'obscurité, car l'obscurité n'est pas l'absence de lumière. L'antilumière, on la trouve quand on traverse l'obscurité et qu'on sort de l'autre côté. Selon le même principe, un état d'ivrillesse n'est pas la sobriété. En comparaison, la sobriété, c'est comme prendre un bain dans de la ouate. L'ivrillesse dissipe toute illusion, chasse le brouillard rose et confortable où l'on passe généralement sa vie, et pour la première fois, fait voir et penser clairement. Ensuite, après quelques hurlements, on s'arrange pour ne jamais plus être ivri. Les fils du désert jetèrent un coup d'œil soupçonneux dans leur tasse de café comme des dés à coudre, et se demandèrent s'ils n'avaient pas forcé sur l'orac. Voyaient-ils tous la même chose? Passeraient-ils pour des idiots s'ils risquaient une réflexion? C'est le genre de détail dont il faut se soucier quand on veut garder son crédit de fils au regard d'acier du vaste désert. Pointer un doigt tremblant et s'exclamer « Hé, regardez, il y a une boîte qui vient d'entrer sur des centaines de petites pattes, ça c'est la meilleure !» dénoterait un manque terrible, voire fatal de machisme. Les clients s'efforcèrent de ne pas échanger de regard, même lorsque le bagage se glissa jusqu'à la rangée de jarres d'orac contre le mur du fond. C'était encore plus horrible de le voir immobile qu'en mouvement. Finalement, l'un d'eux remarqua « Je crois qu'il veut boire un coup. » Un long silence s'ensuivit, puis un second lança avec la précision d'un grand maître d'échecs exécutant un mouvement assassin. « Qui ça ?» Les autres consommateurs impassibles gardèrent le nez dans leur verre. Pendant un moment, il n'y eut d'autre bruit que le plic-ploc des pattes d'un gecko qui traversait le plafond suintant. Le premier consommateur répondit « Je parle du démon qui vient de s'approcher de ton dos, ô frère des sables. » Le champion interweds en titre d'imperturbabilité se fendit d'un sourire las avant de sentir qu'on lui tirait sur la robe. Le sourire demeura en place, mais le reste de la figure tenait visiblement à s'en désolidariser. Le bagage se sentait malheureux en amour, il faisait donc comme tout être sensible dans ces circonstances, à savoir se saouler. Il n'avait pas d'argent ni aucun moyen d'expliquer ce qu'il désirait, mais n'importe comment, il n'avait jamais grand mal à se faire comprendre. Le tavernier passa une très longue nuit tout seul, à remplir une soucoupe d'orac avant que le bagage, d'une démarche incertaine, sorte à travers un mur.
Le désert était silencieux. Normalement, ce n'était pas le cas. Normalement, il vivait de la stridulation des grillons, du bourdonnement des moustiques, du sifflement et du froissement d'ailes en chasse filant au ras du sable frais. Mais cette nuit-là, il était silencieux. Du silence épais, affairé de dizaines de nomades qui pliaient leurs tentes et qui se tiraient dardard. « J'ai promis à ma mère, fit le genou. J'attrape des rhumes, vous voyez. Peut-être que tu devrais essayer de te couvrir davantage. Oh non, impossible. Il faut porter toute la tenue de cuir. Moi, je ne dirais pas toute, remarqua Rincevent. Il n'y en a pas assez pour ça. Pourquoi il faut la porter? Pour qu'on sache que je suis un héros barbare, tiens. Rincevent s'adossa à la paroi fétide de la fosse aux serpents et considéra le jeune homme. Il vit 2 yeux comme des raisins bouillis, une tignasse rousse et une figure dont les taches de rousseur naturelle livraient bataille aux terribles forces d'invasion de l'acné. Rincevent goûtait ces moments-là. Il y gagnait la conviction de n'être pas fou parce que, dans le cas contraire, il ne restait plus de mots pour qualifier certains des spécimens qu'il croisait. « Un héros barbare !» murmura-t-il. « C'est bien, non? Tout cet attirail de cuir m'a coûté très cher. »« Oui, mais écoute, comment tu t'appelles, mon gars ?»« Nigel. »« Tu vois, Nigel, le destructeur. »« D'accord. Le destructeur, » fit Rincevent affligé. « Fils de Ascroupe, le marchand de comestibles. »« Quoi ? Faut être le fils de quelqu'un, » expliqua Nigel. « Je l'ai lu là, quelque part. » Il se détourna à moitié et farfouilla dans un sac de fourrure crasseux pour en sortir enfin un livre mince, froissé et dégoûtant. « Il y a un passage là-dedans sur le choix des patronymes, » marmonna-t-il. « Comment tu t'es retrouvé dans cette fosse alors ? » Je comptais voler le trésor de Créosote, mais j'ai fait une crise d'asthme, répondit Nigel en cherchant toujours dans un bruissement de pages. Rincevent baissa les yeux vers le serpent qui essayait depuis un moment de ne pas se faire marcher dessus. Il menait une vie tranquille dans la fosse et il savait reconnaître les ennuis au premier coup d'œil. Il n'allait embêter personne. Il leva la tête, rendit son regard hommage et haussa les épaules, mouvement très délicat quand on n'en a pas. « Depuis quand tu es un héros barbare ? » ?»« Je commence juste. J'ai toujours voulu en devenir un, vous voyez. Je me suis dit que je pourrais peut-être apprendre sur le tas. » Nigel scruta Rincevent d'un regard de myope. « C'est bien, non ? » ?»« C'est une vie abominable, à ce qu'on dit, » fit spontanément Rincevent. « Et la perspective de vendre de l'épicerie pendant 50 ans à venir, vous y avez pensé ?» marmonna sombrement Nigel. Rincevent réfléchit. « Avec des laitues ?» demanda-t-il. « Oh oui !» répondit Nigel qui rangea le livre mystérieux dans son sac. Puis il se mit à étudier de près la paroisse de la fosse. Rincevent soupira. Il aimait bien les laitues. Elles sont tellement ennuyeuses. Il avait passé des années à chercher l'ennui, en vain. Dès qu'il croyait toucher au but, sa vie prenait soudain un tour du plus haut intérêt. À l'idée qu'on puisse volontairement renoncer à 50 ans d'ennui, il se sentait quasiment défaillir. Avec 50 ans devant lui, songea-t-il, il pourrait élever l'ennui au rang des beaux-arts. Il n'y aurait aucune limite à ce qu'il ne ferait pas. « Tu connais des blagues de mèche de lampe ?» demanda-t-il en s'installant confortablement sur le sable. « Je ne crois pas, » répondit poliment Nigel, qui tapa sur un moellon. « Moi, j'en connais des centaines, très drôles. Tiens, tu sais combien il faut de trolls pour changer une mèche de lampe ? » « Ce moellon la bouge, » fit Nigel. « Regardez, on dirait une porte. Donnez-moi un coup de main. » Et il poussa avec enthousiasme ses biceps saillant sur ses bras comme des petits pois sur un crayon. « À mon avis, c'est une espèce de passage secret.
ajouta-t-il. Allez, faites un peu de magie, vous voulez bien? C'est coincé. Tu ne veux pas entendre la fin de ma blague? Fit Rincevent d'une voix peinée. On était au chaud et au sec ici, à l'abri d'un danger immédiat en dehors du serpent, lequel s'efforçait de passer inaperçu. Les gens n'étaient jamais contents. Pas pour l'instant, dit Nigel. Je crois que j'aimerais mieux un petit soutien magique. Je ne suis pas très fort là-dedans, dit Rincevent. Jamais attraper le coup, tu vois, il suffit pas de pointer le doigt et de dire abracada. Il y eut une déflagration, comme si un éclair formidable avait jailli dans un gros et lourd moellon de pierre pour le pulvériser en 1000 éclats de charpnel crépitants et brûlants, et pour cause. Au bout d'un moment, Nigel se releva et se frappa la poitrine pour étouffer les petits feux de son gilet. « Oui, dit-il de la voix de qui tient à garder son sang-froid. Bon, très bien. On va laisser refroidir un peu, hein? Et puis après on pourra y aller. » Il s'éclaircit légèrement la gorge. Fit Rincevent. Il gardait l'œil fixé sur l'extrémité de son doigt qu'il tendait à bout de bras comme s'il regrettait de ne pas avoir les membres plus longs. Nigel fouilla du regard le trou fumant. « Ça a l'air de déboucher dans une espèce de salle, » dit-il. « Après vous, proposa-t-il. Il donna à Rincevent une légère poussée. Le mage chancela en avant, se cogna la tête contre la roche sans paraître s'en apercevoir, et rebondit dans le trou. Nigel tapota le mur et son front se plissa. « Vous ne sentez rien ?» fit-il. « C'est normal que le mur tremble ?»« Nya. »« Vous allez bien ?»« Nya. » Nigel colla l'oreille contre la pierre. « On entend un bruit très bizarre, » dit-il. « Une sorte de fredonnement. » Un peu de poussière se détacha du mortier au-dessus de sa tête et tomba en voletant. Puis 2 cailloux beaucoup plus gros gigotèrent et se dégagèrent des murs des fosses pour s'écraser sourdement dans le sable. Rincevent était déjà sorti du tunnel. Il lâchait des petits bruits, encore sous le choc, sans souci des pierres qui le rataient de quelques centimètres et, dans certains cas, le touchaient de plusieurs kilos. Eût-il été en état de se rendre compte, il aurait su ce qu'il se passait. L'air donnait une impression graisseuse et sentait le fer blanc chauffer. Des arcs-en-ciel à peine visibles pelliculaient toutes les extrémités pointues et les arêtes vives. Une charge magique se créait quelque part tout près, une grosse, et elle mettait la terre à rude épreuve. N'importe quel mage dans les parages, même aussi incapable que Rincevent, agissait comme un phare de cuivre. Nigel émergea à l'aveuglette de la poussière grondante, brûlante, et buta contre son compagnon de fosse, immobile dans une autre caverne, nimbé d'une couronne octarine. Rincevent avait un air terrible. Créosote aurait probablement noté ses yeux comme des escarboucles et ses cheveux hérissés. Il avait l'air de qui vient d'avaler une poignée de glandes pinéales arrosées d'une pinte d'adénochrome pour faire passer. L'air si défoncé qu'il aurait pu transmettre des émissions de télé intercontinentale. Chacun de ses cheveux se dressait sur sa tête et jetait de petites étincelles. Même sa peau donnait l'impression de vouloir se détacher de sa chair. Ses yeux allaient et venaient horizontalement. Quand il ouvrait la bouche, des étincelles vertes lui jaillissaient des dents. Là où il avait marché, la pierre fondait, se garnissait d'oreilles ou se changeait en quelque chose de rikiki, écailleux et violet, qui s'envolait. « Dites, fit Nigel, ça va ?» répondit Rincevent et la syllabe se mua en un gros beignet. « Vous n'avez pas l'air bien, » insista Nigel, faisant preuve de ce qu'on pourrait appeler, vu les circonstances, d'une perspicacité rare. « Pourquoi vous n'essayez pas de nous sortir d'ici ?» ajouta Nigel qui se jeta prudemment à plein ventre.
Rincevent hocha la tête comme une marionnette et pointa un doigt chargé vers le plafond qui fondit comme neige au chalumeau. Le grondement continuait toujours. Il envoyait ses harmoniques inquiétantes valser dans tout le palais. Détail bien connu, il existe des fréquences qui déclenchent la panique, d'autres des incontinences gênantes, mais la roche en vibration émettait la fréquence qui pousse la réalité à se liquéfier et à s'écouler dans les coins. Nigel considéra le plafond dégoulinant et le goûta prudemment. « De la crème au citron vert », dit-il avant d'ajouter. « J'imagine que des escaliers, c'est trop demandé, n'est-ce pas ?» Du feu fulgura à nouveau des doigts meurtris de Rincevent et se solidifia en un escalator quasi parfait, sauf qu'aucun autre dans tout l'univers ne devait avoir des marches en peau d'alligator. Nigel attrapa le mage qui tournait doucement sur lui-même et sauta sur l'escalier roulant. Heureusement, ils étaient arrivés en haut lorsque la magie disparut d'un coup. Jailli au centre du palais, dressé au milieu des toits éclatés comme un champignon qui aurait crevé un vieux trottoir, leur apparut une tour blanche plus grande que tous les édifices d'Al-Khali. D'immenses doubles portes s'étaient ouvertes à la base, par où des dizaines de mages sortaient à grands pas, comme si les lieux leur appartenaient. Rincevent crut reconnaître quelques visages, des visages qu'il avait déjà vus vaguement, ânonnés dans des amphithéâtres ou poser un regard aimable et interrogateur sur le monde depuis le parc de l'université. Ce n'étaient pas des visages faits pour le mal. Ils n'avaient pas de crocs qui leur pointaient de la bouche, mais ils avaient en commun une expression qui aurait terrifié tout observateur. On tira Nigel derrière un mur voisin. Il se retrouva les yeux dans les yeux avec un Rincevent inquiet. « Hé, c'est de la magie !»« Je sais, » fit le mage. « Ça n'est pas normal. » Nigel leva la tête et scruta la tour étincelante. « Mais je sens que ça n'est pas normal, » dit Rincevent. « Ne me demande pas pourquoi. » Une demi-douzaine de gardes du sérif firent irruption par une porte voûtée et se précipitèrent vers les mages dans une ruée d'autant plus sinistre qu'ils gardaient leur effrayant silence de combat. L'espace d'un instant, les épées étincelèrent à la lumière du soleil, puis deux mages pivotèrent, tendirent les mains et... Nigel détourna le regard. « Burk » fit-il. Quelques épées recourbées tombèrent sur les pavés. « Je crois qu'on devrait filer en douce, » dit Rincevent. « Mais vous n'avez pas vu en quoi ils viennent de les changer ?»« En cadavre, » répondit Rincevent. « Je sais, je ne veux pas y penser. » Nigel se dit qu'il y repenserait toujours, lui, surtout les nuits de grand vent vers les 3 heures du matin. La magie a la particularité d'être beaucoup plus inventive pour tuer que, disons, l'acier. Elle offre toutes sortes de nouvelles façons de mourir, et le jeune héros n'arrivait pas à chasser de sa tête les formes qu'il avait aperçues fugitivement avant que la giclée miséricordieuse de feu Octarine ne les ait engloutis. « Je ne voyais pas les mages comme ça, » dit-il tandis qu'ils enfilaient en hâte un couloir. « Je les voyais plus... plus bêtes que méchants, comme qui dirait de rigolos. »« Prends ça à la rigolade alors, » marmonna Rincevent. « Mais ils les ont tués sans même... J'aimerais que tu arrêtes ça. J'ai vu comme toi. » Nigel fit un pas en arrière. Ses yeux s'étrécirent. « Vous êtes un mage, vous aussi ?» fit-il, accusateur. « Pas de ce genre-là, non, » dit sèchement Rincevent. « De quel genre alors ? De genre qui ne tue pas. C'est leur façon de les regarder comme si ça n'avait pas d'importance, » insista Nigel en secouant la tête. « C'était ça le pire. » « Oui. » Rincevent fit claquer la syllabe comme un coup de ciseau sur le fil des pensées de Nigel. Le jeune homme frémit, mais en tout cas se tut. Rincevent se surprit à le plaindre, réaction très inhabituelle. Il se gardait d'ordinaire toute sa compassion pour son usage personnel.
C'est la première fois que tu vois quelqu'un se faire tuer ? Demanda-t-il. Ah oui. Depuis quand tu es un héros barbare exactement ? Quelle année on est ? Rincevent risqua un coup d'œil à un angle, mais les Clatschiens, encore debout, étaient bien trop occupés à paniquer pour se soucier d'eux. « Que tu roules la bosse alors ?» fit-il d'une voix calme. « Tu as perdu la notion du temps ? Je sais ce que c'est. On est dans l'année de la hyène. »« Oh, dans ce cas, à peu près... » Les lèvres de Nigel remuèrent en silence. « Dans à peu près 3 jours. »« Dites, » ajouta-t-il aussitôt, « comment on peut tuer comme ça, sans même y penser ?»« Je ne sais pas, » répondit Rincevent d'une voix qui laissait entendre qu'il réfléchissait là-dessus. « Je veux dire, même quand le vizir m'a fait jeter dans la fosse au serpent, il avait au moins l'air de s'intéresser. »« C'est bien, tout le monde devrait avoir un intérêt dans la vie. Je veux dire, il a même ri. » Ah, bon, le sens de l'humour aussi. Rincevent avait l'impression de voir son avenir avec la même clarté cristalline qu'un homme chutant d'une falaise voit le sol, et pour des raisons à peu près identiques. Aussi, lorsque Nigel reprit, « Ils ont juste pointé leurs doigts sans même... » Il cracha. « La ferme, tu veux ? Ça me fait quoi d'après toi ? Moi aussi je suis mage. »« Oui, ben alors... vous n'avez pas à avoir peur, vous ?» marmonna Nigel. Ce n'était pas un coup puissant, parce que même furieux, Rincevent avait toujours des muscles comme du tapioca, mais il atteignit Nigel par le travers de la tête et l'envoya à terre, plus par surprise que par l'énergie déployée. « Oui, je suis mage, parfaitement, » siffla Rincevent. « Un mage pas très bon en magie. J'ai réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui en n'étant pas assez important pour mourir. Et quand tous les mages seront craints et détestés, combien de temps je vais durer, à ton avis ? » « Mais c'est absurde !» Rincevent n'aurait pas été plus décontenancé si Nigel l'avait frappé. « Quoi ? Idiot ! Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne plus porter cette robe ridicule, de vous débarrasser de ce chapeau grotesque, et personne ne saura que vous êtes mage. » Rincevent ouvrit et referma plusieurs fois la bouche, vivante image d'un poisson rouge s'efforçant de saisir le concept des claquettes. « Ne plus porter la robe ? » fit-il. « Bien sûr, toutes vos paillettes miteuses et le reste, vous vous trahissez tout seul, » répondit Nigel qui se remettait péniblement debout. « Me débarrasser du chapeau ? Admettez que se promener avec le mot « mage » écrit dessus, c'est quand même un peu voyant. » Rincevent lui sourit d'un air inquiet. « Je regrette, » dit-il. « Je ne te suis pas bien. Faut vous en défaire, c'est facile, non ? Vous les abandonnez quelque part et vous devenez ce que vous voulez, sauf un mage. » Il y eut une pause, uniquement troublée par des bruits de combat au loin. « fit Rincevent qui secoua la tête. « Là, je ne te suis pas. » « Bon sang, c'est pourtant simple à comprendre. »« Pas sûr de bien saisir où tu veux en venir, » murmura Rincevent, la figure affreusement en sueur. « Vous pouvez arrêter d'être mage. » Les lèvres de Rincevent remuèrent en silence, tandis qu'il se repassait chaque mot un à un, puis tous ensemble. « Quoi ? » fit-il, puis « Oh ! Ça y est, vous voulez que je reprenne ?» Rincevent hocha sombrement la tête. « Tu ne comprends pas, je crois. On n'est pas mage parce qu'on fait. On est mage, c'est tout. Si moi je ne l'étais pas, je ne serais rien. » Il ôta son chapeau et tripota nerveusement l'étoile mal fixée à la pointe. Quelques autres paillettes de pacotille en profitèrent pour prendre le large. « Je veux dire, il y a mage décrit sur mon chapeau, » fit-il. « C'est très important. » Il s'arrêta et contempla le couvre-chef. « Chapeau, » dit-il d'un air vague, conscient d'un souvenir importun qui se pressait le nez contre les carreaux de son esprit. « Oh, c'est un beau chapeau, » fit Nigel, qui sentait qu'on attendait quelque chose de lui. « Chapeau, » répéta Rincevent avant de s'exclamer. « Le chapeau, il faut récupérer le chapeau. »« Vous l'avez, le chapeau, » remarqua Nigel. « Oh, pas ce chapeau-là, l'autre, et Conina !» Il fit quelques mètres au hasard dans un couloir, puis revint à pas feutré. « On est où, d'après toi ?» demanda-t-il. « Qui ça ?
j'ai un chapeau magique à retrouver et une fille. » Pourquoi ? Ça serait plutôt difficile à expliquer. À mon avis, on risque d'entendre des cris et des grincements dedans. Nigel n'avait guère de menton, mais le peu qu'il avait, il le releva. « Il y a une fille à sauver ?» demanda-t-il d'un air résolu. Rincevant hésita. « Il y aurait sûrement quelqu'un à sauver, » reconnut-il. « Ça pourrait être elle, en tout cas dans son voisinage. »« Pourquoi vous ne le disiez pas ? Voilà qui est mieux. Ce que j'attendais, c'est ça l'héroïsme. Allons-y. » Il y eut une autre déflagration suivie de hurlements. « Où ça ?» fit Rincevant. « À n'importe où. » Les héros ont d'ordinaire la faculté de se précipiter comme des fous dans des palais qui s'écroulent et qu'ils connaissent à peine, de sauver tout le monde et d'en ressortir juste avant que le bâtiment n'explose ou ne s'enfonce dans le marais. Nigel et Rincevant, eux, visitèrent les cuisines, des salles du trône de différentes dimensions, des écuries, 2 fois, et ce qui parut hommage plusieurs kilomètres de couloirs. De temps en temps, des groupes de gardes noirs les croisaient à toute allure, sans même leur accorder plus d'un regard. « C'est ridicule, » fit Nigel. « Pourquoi on ne demande pas à quelqu'un ? Vous allez bien ?» Rincevant, la respiration sifflante, s'appuya contre un pilier orné de sculptures osées. « Tu pourrais attraper un garde et le torturer pour obtenir le renseignement, » dit-il en aspirant de grandes goulées d'air. Nigel posa sur lui un drôle de regard. « Attendez-moi là, » dit-il. Et il s'éloigna nonchalamment jusqu'à ce qu'il trouve un serviteur qui pillait consciencieusement un placard. « Excusez-moi, » fit-il, « c'est de quel côté le harem ? »« 3e porte à gauche, » répondit l'homme sans même tourner la tête. « D'accord. » Il revint du même pas et informa Rincevant. « Ah oui, mais tu l'as torturé ? » ?»« Non. » »« Oh, pas très barbare de ta part, hein ? » ?»« Ben, je m'y mets, » fit Nigel. « Vous voyez, je ne lui ai pas dit merci. » 30 secondes plus tard, ils écartaient un lourd rideau de perles et pénétraient dans le sérail du sérif d'Al-Khali. Il y avait là de magnifiques oiseaux chanteurs dans des cages de filigrane d'or, des fontaines gazouillantes, des pots d'orchidées rares parmi lesquels voltaient des colibris comme de tout petits joyaux brillants, et une vingtaine de femmes qui portaient de quoi vêtir au maximum une demi-douzaine d'entre elles se blottissaient les unes contre les autres en un bloc silencieux. Rincevant ne s'intéressait à rien de tout ça. Ce qui ne veut pas dire que le spectacle de plusieurs douzaines de centimètres carrés de hanches et de cuisses dans toutes les nuances allant du rose au noir d'ébène ne souleva pas certains remous, mais ils furent noyés dans le raz-de-marée de panique que provoqua la vue de 4 gardes qui se tournaient vers lui, le cimeterre à la main et une lueur de meurtre dans l'air. Sans hésiter, le mage fit un pas en arrière. « À toi l'ami, » dit-il. « D'accord. » Nigel tira l'épée et la brandit devant lui, les bras tremblants sous l'effort. Il y eut quelques secondes de silence absolu, tandis que chacun attendait la suite des événements. C'est alors que Nigel poussa le cri de guerre que Rincevant se rappellerait pour le restant de ses jours. Fit-il. « Excusez-moi,